Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cet avant-dernier séminaire organisé dans le cadre des séminaires en surveillance de l'état de santé et en visite sanitaire de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Donc aujourd'hui, on va aborder notamment les expériences qui ont été vécues lors des éclosions de COVID-19 dans les établissements, notamment du Suisse nord de l'île de Montréal, en particulier auprès d'une clientèle vulnérable. Donc, je me présente Fatima Binati. Je suis moi-même diplômée de l'option surveillance épidémiologique de la maîtrise de l'école et je suis actuellement professionnelle à la surveillance à la direction de santé publique de la Montérégie. Et je serai donc accompagnée du professeur Bernard Simon Leclerc avec qui je co-animerai les séminaires. Donc, notre invitée d'aujourd'hui pour ce séminaire est Madame Christine Blazer. Elle détient une maîtrise en épidémiologie de l'École d'hygiène et de médecine tropicale de Londres ainsi qu'un doctorat en sociologie. Par ailleurs, elle a suivi plusieurs autres formations, notamment en linguistique, en politique publique, société et santé, ainsi qu'en enseignement supérieur. Son parcours professionnel englobe diverses expériences dans le domaine de la santé, telles que euh, le centre Armand Frappier de l'INRS, l'INSPQ ou plus récemment, pendant la pandémie, la SPC, où elle a occupé le poste de chef d'équipe du groupe d'analyse des effets secondaires à la vaccination contre la COVID-19. Donc, en 2020, elle rejoint l'école de santé publique de l'Université de Montréal en tant que professeure adjointe de clinique, tout en assumant le rôle de chargée de cours au centre de formation continue de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Depuis 18 mois maintenant, elle exerce en tant qu'épidémiologiste responsable des installations au CIUS nord de l'île de Montréal, au service de la prévention et du contrôle des infections. Donc, on se rappelle encore du 13 mars 2020 où l'état d'urgence sanitaire avait été déclaré sur tout le territoire québécois, mobilisant ainsi l'ensemble des professionnels de la santé et ainsi à tous les niveaux. L'état d'urgence, en fait, qui a pris fin donc le 1er juin 2022. Cette présentation aura pour objectif d'illustrer le rôle de l'équipe de prévention et de contrôle des infections et des épidémiologistes en milieu de soins dans un CIUS à l'aide de la surveillance des éclosions nosocomiales de COVID-19. Il vous sera présenté également les données de surveillance et de vigie et comment ces dernières peuvent servir donc à produire des résultats d'analyse pertinents pour les gestionnaires. Finalement, il vous sera présenté le portrait épidémiologique et comparatif des éclosions de COVID-19 dans les CHSLD, dans le fond, dans certains CHSLD, des centres hospitaliers de soins aigus et des centres hospitaliers psychiatriques pour identifier différents facteurs de vulnérabilité. Donc, avant de laisser la parole à Madame Blazer, simplement vous informer que le séminaire est enregistré pour permettre un visionnement en différé. Ainsi, les personnes qui ne souhaitent pas y apparaître peuvent garder leur caméra fermée. Merci. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à présenter dans ce séminaire de surveillance. Comme vous l'avez entendu, j'ai un gros programme pour l'heure qui suit et donc je vais commencer tout de suite. Lâcher mon écran. Ça marche pour vous? Vous le voyez plein écran? Oui, Alors, Fatima m'a bien présenté le sujet de cette présentation, donc je vais tout de suite aller à la divulgation de conflits d'intérêts potentiels. J'en ai pas, sauf que donc mes affiliations professionnelles. Alors, les objectifs de la présentation d'aujourd'hui, c'est d'une part d'illustrer le rôle de l'équipe de prévention et contrôle des infections, que je nommerai désormais PCI, à l'échelle du CIUS du nord de l'île de Montréal, et ça à l'aide de la surveillance des éclosions nosocomiales de COVID-19. On brossera le portrait épidémiologique et comparatif des éclosions dans les CHSLD, les CH et de soins aigus et de soins psychiatriques pour dégager des facteurs de vulnérabilité et voir comment ça affecte le portrait. Et on terminera en quantifiant l'association entre la proportion de chambres partagées et le taux d'incidence d'infection par le SRAS-CoV-2. Et comme j'ai dit à Bernard Simon en commençant tantôt, j'ai une mission secrète aujourd'hui, c'est d'intéresser les personnes qui ont la formation en épidémiologie ou en surveillance à un nouveau champ de professionnels d'épidémiologistes en milieu de soins. Vous allez voir, il y a beaucoup de travail, un travail qui est très apprécié et très varié.
Alors, je vous présenterai d'abord le CIUS-NIM, le rôle de l'équipe de PCI. On verra quelques définitions essentielles. On verra ce que c'est une gestion d'éclosion de façon très, très succincte. On fera la distinction entre la surveillance, la vigie et la recherche et on aura une conclusion. Donc, où est le CIUS Nord de l'île de Montréal? Probablement, vous le connaissez. Je pense que l'ISPOM est peut-être sur le terrain, sur le territoire du CIUS. Donc, ça concerne, là, est-ce que vous voyez mon curseur? Donc, c'est ces Oui, on grands le voit bien. secteurs-là, merci, dans le nord de l'île. Et ça couvre 450 000 personnes dans 29 installations qui appartiennent au CIUS. Et donc, c'est un quart de la population de Montréal qui est couvert par ces services. C'est une population multiculturelle. 40% sont nés à l'étranger et 9% ont immigré au cours des 5 dernières années. Alors qu'elle n'est pas très riche, presque 20% vivent sous le seuil de la pauvreté. Le CIUS-NIM a un hôpital euh, universitaire, Sacré-Cœur, deux centres hospitaliers communautaires, l'hôpital Jean Talon et l'hôpital Fleury, deux centres hospitaliers en soins psychiatriques et 10 centres d'hébergement et de soins de longue durée, les CHSLD. Alors, c'est quoi les infections nosocomiales? Parce que en soins de santé, on s'intéresse quand les patients ont des infections et ils viennent à l'hôpital, on les traite pour ça, mais une infection nosocomiale est une infection contractée au cours des soins administrés par un établissement du réseau de la santé, que ce soit à l'hôpital, dans un CHSLD ou même en soins à domicile. Alors, c'est des infections que les patients attrapent lors de soins de santé. Et c'est des infections qu'on veut absolument éviter parce que euh, les patients sont déjà euh, dans le réseau de la santé parce qu'ils ont des problèmes de santé, puis on ne veut certainement pas ajouter à ces problèmes de santé. Ce n'est pas seulement les patients qui peuvent avoir une infection nosocomiale, mais les soignants, les travailleurs de la santé également. Alors, qu'est-ce que les équipes de PCI font? Leur rôle, c'est de protéger les patients contre l'acquisition d'agents pathogènes au cours d'un épisode de soins et de prévenir les infections chez les patients, mais aussi donc chez le personnel, les visiteurs et les aidants naturels. Alors, la différence, c'est protéger, ça veut dire on ne veut pas retrouver ces bactéries et ces virus chez les personnes et prévenir les infections, c'est que même si on les trouve, donc s'il y a une colonisation sur, par exemple, la peau de la personne, on ne veut pas que le pathogène puisse entrer et infecter la personne. Donc, dans une plaie ou dans une euh, quand il y a un cathéter, que ça n'aille pas dans le sang. Les moyens d'intervention d'une conseillère en PCI, c'est des infirmières formées en prévention et contrôle des infections. Donc, c'est la gestion des cas quand une personne est infectée ou colonisée. Elles mettent en place des précautions pour protéger les autres usagers. Et la gestion des éclosions, on va voir tantôt la définition d'une éclosion. Donc, elles agissent auprès de l'équipe soignante en les conseillant. Elles font des tournées sur les unités et elles peuvent faire des audits sur l'hygiène des mains et les ensembles de pratiques exemplaires qui existent pour justement s'assurer de soins de santé de qualité. Et comme illustration, j'ai mis ici une de ces affiches qu'on peut mettre à l'entrée d'une chambre quand il y a un patient avec une infection qui informe le personnel des mesures de protection à appliquer avant d'entrer, avant de sortir de la chambre, à l'extérieur de la chambre.
Il y a également des informations pour les équipes d'hygiène et de salubrité qui vont régulièrement nettoyer les chambres. Et quand l'usager doit se déplacer, il y a aussi des informations qui visent à protéger le personnel et les autres usagers. Alors, une petite information, Josiane, je me suis permise de reprendre ta diapositive parce qu'elle est si claire. Les précautions de base concernent le lavage des mains, comment jeter les aiguilles de façon sécuritaire et comment les utiliser de façon sécuritaire, les gants, la blouse et le masque ou les lunettes. Ça concerne également la désinfection des équipements, l'étiquette respiratoire qu'on essaye de beaucoup renforcer maintenant pour prévenir toutes sortes d'infections. Donc, le masque, quand on a un rhume, on voudrait que ça reste, que ce ne soit pas juste quelque chose qu'on a fait pendant la pandémie, et l'entretien des lieux aussi. Mais je reviens maintenant sur le travail de l'équipe de PCI. Donc, 50% du travail, c'est la surveillance des infections nosocomiales et des processus de ces protections et prévention. Il y a aussi une composante importante de communication et d'information, d'éducation des équipes, de formation de nouvelles personnes qui vont travailler sur les unités. Les conseillères analysent les politiques et les procédures qui viennent du ministère et de l'INSPQ et créent des protocoles et des algorithmes pour avoir sur une seule page, idéalement, l'ensemble des étapes à respecter. Et elles peuvent aussi évaluer le programme de PCI et l'amélioration continue de la qualité. Actuellement, au CIUS Nîmes, l'équipe de PCI regroupe 35 personnes. Il y a une coordonnatrice, 2 chefs de section, une vingtaine de conseillères en PCI, l'épidémiologiste, que j'occupe ce poste en ce moment, donc. Il y a plusieurs microbiologistes et infectiologues et il y a du personnel de soutien administratif. C'est une très grande équipe comparé à d'autres régions où il y a parfois juste 2, 3, 4 personnes. Mais cette équipe qui est maintenant de 35 personnes n'avait que 13 personnes avant la pandémie. Donc, c'est la pandémie qui a attiré l'attention sur l'importance du travail de la PCI. Et maintenant que la COVID est en grande partie derrière nous, mais on voit que c'est encore une valeur ajoutée que d'avoir des grandes équipes. Alors, quelques définitions pour mieux comprendre ce qui suit. Donc, un cas confirmé chez un usager, c'est un patient, c'est un cas qui a eu un test de TAN, un PCR, dans lequel on a découvert le SRAS-CoV-2. Et un cas nosocomial usagé, donc il doit avoir eu cette confirmation par test de TAN. Et c'est un cas confirmé à partir du jour 7 de son admission. Donc, il faut qu'il ait été à l'hôpital pendant 7 jours avant d'avoir un test positif pour qu'il compte comme un usager nosocomial. Avant, on présume qu'il avait peut-être été infecté dans la communauté. Et donc, ce n'est pas l'équipe de PCI qui s'occupe, on leur donne des soins, mais on ne les compte pas dans les cas qu'on aurait dû prévenir. Donc, 7 jours après son admission, ou alors un cas qui aurait eu un lien épidémiologique direct avec un cas de COVID-19 en milieu de soins, ou encore si la personne a quitté l'hôpital mais développe la COVID en dedans de 7 jours ou moins après son congé de l'installation. Encore là, on considère la période d'incubation pour déterminer s'il s'agit d'un cas nosocomial ou non. Donc, vous voyez maintenant tous ces concepts épidémiologiques qui font partie du travail des équipes de PCI
Et donc, c'est pour ça qu'avec un diplôme ou votre spécialisation en surveillance ou un diplôme en épidémiologie, vous êtes bien placé pour soutenir ces équipes-là. Voici un algorithme de ce que ça peut avoir l'air, un algorithme d'une directive de ministère traduit en format visuel pour consultation rapide. Alors, on avait parlé d'éclosion tantôt dans le milieu des soins à l'hôpital et au CHSLD. Une éclosion est définie comme deux cas nosocomiaux et on ne parle pas de travailleurs de la santé et patients, mais de patients qui ont un lien épidémiologique. On le recherche toujours, donc on regarde s'ils étaient sur la même unité, s'ils ont eu le même personnel, s'ils ont eu la même intervention, par exemple. Quand on découvre une éclosion, il y a formation d'un comité de gestion qui gère les risques de l'élargissement de cette éclosion, qui ajuste les options d'hébergement parce que la première étape à faire, c'est d'isoler les patients infectés pour qu'on puisse briser la chaîne de transmission du pathogène. Ensuite, elles font une enquête épidémiologique pour identifier la source de l'éclosion, le cas source. Elles doivent rechercher les contacts qui ont été exposés de façon significative au cas identifié, le cas index, le premier qu'on a découvert. Et elles font souvent une recherche rétrospective des contacts aussi et elles doivent, selon les éclosions, les signaler à la santé publique. Donc encore, quand je l'ai mis le terme en rouge, c'est quelque chose que quelqu'un avec une formation en épidémiologie connaît bien et donc peut aider dans ses équipes. Maintenant, quel est le rôle de l'épidémiologiste dans l'équipe de PCI? D'abord, vous avez vu, les conseillères en PCI gèrent les cas et les éclosions. Elles ont souvent euh, un CHSLD dont elles s'occupent de façon englobante, toutes les étages, les différentes caractéristiques des résidents, mais elles n'ont pas la vision de l'ensemble du CIUS. Alors, l'épidémiologiste souvent développe des tableaux de bord où la gestionnaire et la direction peuvent voir en tout temps, à chaque période administrative, où on en est. Est-ce qu'il y a des signaux d'alarme, une hausse significative d'infection? Est-ce qu'on dépasse la cible du ministère? Et ça, donc, pour chaque unité, mais aussi dans son ensemble. L'épidémiologiste peut développer des rapports annuels de surveillance. C'est souvent une condition aussi pour les agréments. Ils peuvent faire des analyses de l'ensemble des données parce qu'il y a une énorme quantité de données collectées dans ces contextes. Et les conseillères, qui sont des infirmières à la base, ne sont pas nécessairement formées pour faire des analyses et ça ne fait même pas partie de leur tâche, sauf si c'est pour mieux comprendre une éclosion. Il y a des projets spécifiques qu'on peut faire. J'ai déjà travaillé sur euh, l'investigation des bactériémies, c'est-à-dire les infections dans le sang chez les patients qui ont eu une ECMO, c'est une oxygénation extracorporelle, donc une machine qui régénère le sang et qui oxygène le sang. Et donc, parfois, on a des infections. On a regardé si différentes manières de désinfection de ces cathéters peuvent avoir un effet sur les résultats. Un des projets qu'on a, c'est de regarder l'effet de la température et de l'humidité dans l'environnement sur les infections urinaires en CHSLD en pensant que peut-être ils ne reçoivent pas assez à boire. On veut... et puis, la dernière partie de cette présentation vous montre un autre projet que j'ai pu réaliser. L'épidémiologiste développe et améliore des outils. C'est beaucoup basé sur Excel et les outils de travail et on peut donc
automatiser des formules et l'importation de données. On valide les données. On soutient les conseillères en PCI quand elles font des analyses locales. On les aide à mieux comprendre les concepts épidémiologiques. Donc, je donne des formations épidémiologiques selon les besoins. Et on fait de la recherche en littérature scientifique aussi. Et on peut avoir des mandats spécifiques selon les différents comités. Par exemple, le comité antibiorésistance qui veut avoir des données et une analyse de ces résistances l'année passée. Et donc, c'est l'épidémiologiste qui fait ça. Probablement, je n'ai pas besoin de vous expliquer la différence entre la surveillance et la vigie. La surveillance, c'est l'activité continue et systématique de l'appréciation de l'état de santé, alors que la vigie est plutôt une activité ponctuelle qui vise à détecter le plus précocement possible une menace à la santé. Alors, si la surveillance se fait par période administrative, à peu près 28 jours, mais ça ne correspond pas au mois pour l'instant. La vigie, c'est un suivi au jour le jour. Donc, la vigie, c'est plutôt les conseillères qui la font sur les unités parce qu'elles font un tour tous les jours sur les unités, alors que la surveillance par période, c'est plutôt l'épidémiologiste qui le fait. Et donc, ce que je veux vous montrer, on peut tout à fait ajouter un volet recherche pour vérifier des hypothèses, pour étudier en profondeur un problème. Donc, comme mise en contexte, là, on va vraiment se concentrer sur les données de COVID. En centre hospitalier, depuis novembre 2020 jusqu'en mars 2024, on a eu 155 éclosions nosocomiales avec 896 cas nosocomiaux. 77% des unités de soins aigus ont connu au moins une éclosion avec donc au moins 2 cas, au moins une fois au cours de ces plus que 3 ans, ce qui donne un taux d'incidence cumulatif de 12,2 cas pour 10 000 jours présence. On exprime le taux toujours par des jours présence quand on est en milieu de soins et qu'il s'agit d'une infection respiratoire. Il y a d'autres dénominateurs. On a remarqué qu'il n'y avait aucune éclosion aux soins intensifs, ni à l'unité coronarienne, ni en hémato-oncologie, ce qui est déjà un exploit en soi parce que c'est des unités comme les autres avec une clientèle beaucoup plus vulnérable encore et il fallait donc les protéger encore plus que les autres et on va voir qu'on avait réussi ça. En CHSLD, pendant exactement la même période d'observation, on avait 250 éclosions nosocomiales avec plus de 2000 cas. Tous les CHSLD et toutes les unités ont eu une éclosion à un moment donné et ça nous donne un taux d'incidence cumulatif de 10,1 cas. Pourquoi il est un peu plus bas qu'à l'hôpital? Mais parce qu'à l'hôpital, on a eu des unités de soins qui n'ont pas connu d'éclosion, mais qui contribuent au dénominateur par les jours présence. Et donc, le taux, euh, non, je voulais dire le taux est plus bas, mais en fait, c'est l'envers. Bon, il va falloir que je m'explique ça encore une fois. Désolée. Ça arrive quand on fait ça à la dernière minute. Euh, ça explique la méthode du calcul du taux d'incidence. Probablement, vous n'avez pas besoin de voir ça en détail. C'est une diapositive que je montre aux conseillères généralement. Donc, c'est une division du nombre des cas par le nombre de jours présence. Et on peut faire ça pour la période des 40 mois. Donc, ça donne un taux d'incidence cumulatif l'incidence qui est cumulative, oui. Et on peut le faire par période administrative pour avoir un taux d'incidence périodique. Ici, je fais un exemple et le résultat donne 2,8 infections par 10 000 jours présence. Et on trouve ici ce résultat. Donc, c'était en cardiologie à Sacré-Cœur.
Euh, donc, sur les 40 mois, ici, on voit les 3 hôpitaux avec leurs ordonnées par leur taux d'incidence. Et donc, en jaune, c'est Sacré-Cœur avec la nouvelle bâtisse modulaire qu'ils ont ajoutée au début de la pandémie, qui a uniquement des chambres individuelles avec salle de bain individuelle et un bon système de ventilation, ce qui n'est pas le cas dans les autres unités dans la vieille partie de l'hôpital où la ventilation n'est pas très efficace et où il y a encore des chambres partagées. Mais plus à 4 ou 6 patients, et 2, 3 patients maintenant. Et donc, on voit que dans les unités modulaires, les taux sont plus bas, donc l'isolement des patients dans leur chambre et la ventilation a un effet positif, ça fait baisser le taux. Et ici, on voit également les unités d'hémato, c'est les unités de personnes avec soit une greffe ou des cancers hématologiques. Et donc, ils ont été particulièrement bien protégés, on le voit dans cette figure. Mais la figure est statique, elle nous donne seulement un aperçu moyen, une photo de cette grande période. Ce qui est plus intéressant, je suis où là? Hop, bon. C'est de regarder le taux périodique sur cette longue période d'observation. Donc, en bas, j'ai ajouté les vagues telles que définies par l'INSPQ. Et donc, pour vous expliquer, la P13, c'est la dernière et l'année financière finit le 31 mars. Donc là, on est rendu en mars 2024 ici. Et donc, ce qu'on peut voir ici avec les taux d'incidence par hôpital, c'est que les effets des mesures à l'extérieur de l'hôpital reflètent la situation ou affectent la situation dans l'hôpital. Alors, la vaccination a débuté en décembre 2020. Évidemment, elle n'a pas arrêté tout de suite toutes les infections et éclosions, mais on voit que la situation s'est grandement calmée pendant la troisième vague et la quatrième vague aussi. Mais arrive Omicron en novembre 21 et là, on voit que les taux augmentent en même temps dans les 3 hôpitaux. Ça se calme un petit peu vers la fin de cette vague, mais en mars 2022, la plupart des mesures dans la population, le passeport vaccinal, le masque, ne sont plus nécessaires et on peut plus librement visiter les personnes à l'hôpital aussi. Alors, on voit que ça donne tout de suite des taux élevés d'éclosion dans les 3 hôpitaux. On remarque aussi quand un hôpital avait un pic d'éclosion dans les 2, 3 périodes suivantes, les éclosions sont le taux d'éclosion est plus bas. On le voit ici pour la ligne verte et ici, on le voit pour la ligne bleue parce que, il y a une certaine immunité qui est acquise et donc il n'y a pas de réinfection. Si on regarde maintenant du côté, ou si on ajoute les CHSLD à ça, il faut savoir que dans les CHSLD, il y a les unités d'hébergement de personnes qui ont simplement besoin de soins et il y a les unités prothétiques. Une unité prothétique héberge les personnes qui ont l'Alzheimer ou la démence et qui ne peuvent pas appliquer les personnes elles-mêmes les mesures de protection pour leur santé. Donc, les garder isolés dans leur chambre, ce n'est pas possible parce qu'elles se déplacent, elles ne reconnaissent pas nécessairement leur chambre. Elles ne supportent souvent pas de porter le masque. Alors, on distingue toujours les unités prothétiques et les unités d'hébergement parce que les mesures de protection de ces clientèles varient. En plus, au CHSLD Notre-Dame, on a les soins post-aigus, donc les personnes qui ont eu des grosses chirurgies qui ne peuvent pas rentrer chez elles tout de suite, viennent chez nous, je dis chez nous parce que c'est là où se trouve mon bureau, et ils ont besoin de beaucoup de
de faire des exercices, de travailler avec des ergothérapeutes, des physiothérapeutes. Il y a des personnes qui viennent pour leur enseigner des exercices de respiration, etc. Donc, ces clients-là euh, ont énormément de contacts avec d'autres personnes et sont dans des chambres partagées. Et donc, vous voyez, ils ont plus d'éclosion, un taux plus élevé que toutes les autres unités. On a toujours un problème avec ces soins post-aigus à cause des caractéristiques des personnes. Finalement, en santé mentale, ça c'est la ligne gris pâle. Euh, Parfois, c'est des enjeux similaires aux unités prothétiques où donc on fait un isolement inversé, c'est-à-dire on laisse l'unité, on laisse les personnes circuler librement et c'est le personnel qui se protège. Donc, quand ils entrent, c'est le personnel qui porte tout l'équipement de protection et il l'enlève à l'intérieur de l'unité avant de ressortir. Comme ça, oui, le virus peut circuler sur l'unité, mais au moins, on laisse les personnes vivre de façon la plus adaptée. Il ne faut pas oublier que les CHSLD sont des milieux de vie. Ce n'est pas un hôpital, c'est le seul endroit où ces personnes habitent et on veut absolument éviter d'hospitaliser le milieu. Et on veut aussi éviter de consigner les personnes dans leur chambre parce que les personnes âgées se déconditionnent très vite. Euh, elles manquent de contacts sociaux, alors on veut éviter ça et donc on essaye de vraiment continuer de les faire vivre dans un milieu de vie. Alors ça, c'était pour la surveillance et donc les tableaux que vous venez de voir, c'est l'épidémiologiste qui les fait parce que chaque conseillère n'a pas ces données de l'ensemble. Et donc, avant que le poste soit créé en décembre 2023, il n'avait pas, tout le CIUS n'avait pas ces tableaux-là, cette vision d'ensemble. Les populations vulnérables dans un CIUS, ce sont surtout les personnes d'âge avancé, donc les résidents dans les CHSLD, les personnes qui ont différentes maladies, une multimorbidité, c'est aussi les résidents dans les CHSLD souvent, et certains usagers dans les hôpitaux. Une clientèle particulière, c'est les personnes immunosupprimées qui ont des traitements contre le cancer ou qui ont reçu des greffes. Donc, ces personnes-là se trouvent à l'hôpital dans la partie modulaire, comme je vous les expliquais au début. Et il y a d'autre part les facteurs de vulnérabilité liés à l'incapacité d'appliquer des mesures de protection. On parle de résidents avec l'Alzheimer, la démence, la déficience intellectuelle. Il y a des CHSLD qui ont des unités spécialisées pour ces personnes-là, des usagers avec des problèmes psychiques aussi. Donc, si on regarde ici, on a les unités prothétiques et les hôpitaux psychiatriques selon la vague et le taux d'incidence d'infection par la COVID. C'est pas si important de savoir lequel est lequel, mais donc, ce qu'on voit pendant la vague 2, 3 et 4, on avait des taux très, très bas comparés aux autres vagues. Et ça, c'est dû d'une part à la vaccination. D'autre part, tous les cas positifs étaient transférés à un seul CHSLD. On avait créé une zone chaude là où on amenait les cas positifs pour ne garder idéalement que les cas négatifs dans les CHSLD. Mais évidemment, il y a cette période d'incubation où on ne peut pas savoir encore si quelqu'un est un cas ou non. Et on a fait ça jusqu'à la vague 4 dans les unités prothétiques et les hôpitaux aussi, on avait installé des demi-portes dans les chambres au début de la pandémie. Donc, ça a arrêté à la fin de la vague 2 pour garder les personnes à l'intérieur de leur chambre.
Mais on a arrêté ça parce que c'était pas tenable, c'était pas très humain pour ces personnes. Et on avait le protocole inversé, donc ce que je vous ai expliqué, l'isolement inversé. Et on avait donc très peu de cas. Mais avec Omicron, ben, on ne pouvait plus vraiment protéger. C'est tellement infectieux, ce variant, qu'on ne pouvait plus vraiment protéger ces populations-là et on n'avait plus ces mesures non plus en place. Alors, les taux ont monté énormément. Et si vous regardez un peu des couleurs individuelles, on voit à nouveau euh, un CHSLD qui n'avait pas un taux très élevé lors d'une vague, mais le taux était élevé la vague suivante. Et quand il était élevé lors d'une vague, il était plus bas. Et ça, les microbiologistes étaient ravis de voir ça parce que ça leur documentait cette immunité acquise. Maintenant, l'analyse pour les unités d'hébergement. Donc, c'est similaire, même transfert des cas au début. Ensuite, l'Omicron qui crée des taux très, très élevés et surtout la fin des mesures populationnelles. Ça a eu des répercussions importantes dans les CHSLD ou encore jusqu'à aujourd'hui, on a régulièrement une éclosion ou deux de COVID. Donc, on se croise les doigts, ça fait 2 périodes qu'on n'en a pas eu, mais ça circule quand même. Alors, si on résume ça ici, j'ai en rose les hôpitaux psychiatriques, en mauve les unités prothétiques et en bleu les 10 universités d'hébergement par vague. Et donc, on voit que à la première vague, c'était l'hébergement régulier qui avait les éclosions. Mais à partir de la vague 5, c'était surtout les unités prothétiques. À partir de la vague 6, ça commence à varier. Donc, ce n'est plus vraiment ça qui distingue une unité en danger ou à risque d'éclosion. Vague 7, c'est pareil. On voit aussi que c'est toujours la même échelle. Donc, les taux sont beaucoup plus bas maintenant qu'on parle d'endémicité du virus. Et pour ce que l'INSPQ appelle la saison 2023, les taux sont bas, puis on ne peut pas vraiment dire qu'il y a des différences entre les unités. Alors, pour résumer, on a vu une variabilité des unités les plus affectées et la situation dans la communauté affecte les éclosions nosocomiales. Les facteurs de risque modifiables, c'était donc un transfert des cas, l'isolement inversé et le dépistage. Je ne vous ai pas montré les analyses, mais la séparation rapide des cochambreurs, ça a permis aussi de contrôler un peu mieux les éclosions. Maintenant, la partie recherche qu'on peut faire avec ces données. Donc, la méthode que nous avons utilisée, c'était de prendre les patients avec un diagnostic par TAN. Donc, on est très sûr qu'ils étaient infectés par la COVID. Et on a calculé avec ça le taux d'incidence et la proportion des chambres partagées. Puis, on a calculé une corrélation. Voici la répartition des chambres partagées par unité. Donc, ça peut varier entre 0% jusqu'à 80% des chambres qui étaient partagées sur l'unité. Les facteurs de risque que nous avons examinés, c'était donc les contacts étroits qui sont reliés aux chambres partagées. Et avec les chambres partagées, on avait aussi le système de ventilation qui était moins efficace. Alors, pour calculer la corrélation, je n'ai pas besoin d'aller dans trop de détails avec vous, j'imagine. On a en bas la proportion des chambres partagées dans l'unité et sur l'axe vertical, le taux d'incidence. Et voici le résultat. On voit dans l'intersection des deux valeurs par unité, le point bleu et la ligne de régression que l'association ou de corrélation que l'association entre les deux variables nous donne. Ce qui est particulièrement préoccupant, donc, c'est les unités
qui ont peu de chambres partagées, moins de 50 mais qui ont quand même un taux élevé. J'espère que vous voyez mieux ça, là. Ça, c'est comme déplacé, mais la version PDF devrait être correcte après. Et donc, c'est ce cadran-là qui nous a particulièrement interpellés. Mais quand on va voir quelles unités se trouvent là, c'est encore une fois la clientèle très vulnérable, c'est-à-dire les 3 unités de gériatrie. Et même celle-là est au-dessus de la ligne. On s'explique un peu mieux la situation à cause du grand nombre de chambres partagées. Mais donc, ça nous confirme que la clientèle âgée était particulièrement vulnérable. On a confirmé cette même corrélation lors de chaque vague, parfois un peu plus fort, parfois un peu moins. Si vous voulez avoir les résultats chiffrés, les voici. Donc, la corrélation sur toute la période était de 0,75, ce qui est quand même une corrélation forte. Pendant les différentes vagues, elle était plus faible, mais elle est toujours statistiquement significative. D'autres études se sont également intéressées à cette problématique et on voit que l'augmentation du risque associé aux chambres partagées comparé aux chambres individuelles a été constatée dans une étude menée à Calgary. Quand c'est rouge, c'est statistiquement significatif. Donc, au Japon aussi, en France également, mais ce n'est pas significatif. Une autre étude a pris un indice de surpeuplement dans les résidences pour personnes âgées et a également noté que ça augmente, que plus l'indice était élevé, plus le taux d'infection était élevé. D'autres études ont comparé le nombre de lits dans les unités avec et sans éclosion. Et on a vu qu'il y avait plus de lits dans les unités avec éclosion. Euh, une autre étude sur l'effet des chambres multiples et même les chambres avec toilettes partagées augmentaient le risque. Si maintenant, donc moi j'avais calculé une corrélation et ces autres études ont comparé, calculé un risque relatif. Et donc, j'ai pris nos données et j'ai dichotomisé la proportion des chambres partagées, puis j'ai tranché ici à 11 pour inclure les soins intensifs à Fleury avec les autres soins intensifs. Et donc, j'avais maintenant l'occasion de calculer également un risque relatif. Et chez nous, ça a donné une augmentation de 8 fois du taux dans les chambres partagées. Nous avons une très, très longue période d'observation, ce qui rend l'étude encore plus crédible. Et donc, l'effet observé est toujours le même. Le partage de l'espace avec d'autres usagers augmente le risque d'infection. Là, évidemment, aujourd'hui, tout le monde sait ça après 3 ans de pandémie. Il n'y a rien de nouveau, certainement pas pour mes collègues de travail, mais c'est la première fois qu'on pouvait le chiffrer, qu'on pouvait documenter ça avec des chiffres qu'on pouvait soumettre à la direction. Et on pouvait donc leur dire, par exemple, votre ajout des modulaires à Sacré-Cœur, c'était une très bonne chose à faire. On a besoin de plus de chambres individuelles. Je pense que je commence à manquer de temps, donc je ne vais pas aller vraiment dans les détails. L'effort, c'est qu'on est très sûr d'avoir des cas positifs parce que c'était diagnostiqué avec un PCR. On a utilisé la même approche de diagnostic pendant les 40 mois. La population était très, très diversifiée si vous pensez aux différentes unités dans un hôpital, mais on a toujours appliqué le même protocole et donc la longue période d'observation. Puis il y a peut-être une sous-estimation de l'utilisation des chambres individuelles parce on a séparé des cochambreurs dès qu'on pouvait et les statistiques de chambres partagées datent d'octobre 23, donc je n'ai pas les détails lors de chaque vague, par exemple. Le nombre de cas pourrait être un peu imprécis
parce que parfois on a déclaré un cas, même s'il était à l'hôpital depuis moins de 7 jours, si on savait qu'il était négatif en arrivant, et on a exclu les infections chez les travailleurs de la santé. Donc, en conclusion de cette partie, on peut dire que les chambres individuelles semblent procurer une protection significative contre la COVID et les autres virus respiratoires et probablement les virus d'infection de gastro et de c'est difficile aussi. Et ça a été confirmé dans d'autres études. Mais la conclusion générale de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est que la PCI euh, qui s'occupe des soins de santé sécuritaire, c'est un domaine de travail extrêmement intéressant parce que ça se situe à l'intersection entre les soins à l'individu et la considération des caractéristiques en groupe de type de clientèle. Et donc, on est là où l'épidémiologie prend la relève. C'est donc un beau terrain de jeu pour les épidémiologistes en milieu de soins. On contribue à la surveillance provinciale. Il y a plusieurs programmes de surveillance provinciale qui sont obligatoires, qu'on envoie, pour lesquels on envoie les données à l'INSPQ. Euh, la vigie locale à laquelle les épidémiologistes peuvent contribuer par de meilleurs outils permet de prévenir des éclosions et protéger les populations vulnérables. Donc, c'est un travail très, très satisfaisant parce qu'on sait qu'on fait une différence. Et donc, je voulais vous montrer qu'on ne devait pas nécessairement aller pour faire de la recherche, on ne devait pas nécessairement être dans un projet de recherche, mais qu'on peut prendre les données de bedside, donc du chevet du patient, pour l'amener au EpiBench. Et là, j'inverse de bench to bedside que les pharmacies, les entreprises pharmacologiques utilisent pour dire on accompagne le processus du laboratoire jusqu'au patient. Bien, nous, on peut faire le contraire et contribuer à une recherche qui informe ensuite la direction. Voici des références et mes remerciements à mes collègues, aux chefs de section, à la coordonnatrice en PCI, aux microbiologistes, infectiologues. C'est super intéressant de travailler avec ces gens-là et aux archivistes qui aussi produisent les données administratives surtout. Donc, j'espère que j'en ai intéressé l'une ou l'autre personne parmi vous à considérer un poste comme épidémiologiste en milieu de soins. Merci. Alors, merci beaucoup, Christine, euh, pour votre présentation. C'était très intéressant. Et donc, on va passer à la période de questions. Vous pouvez soit lever la main si vous avez une question ou écrire votre question dans le bavardage. Donc, pour l'instant, je vais juste m'assurer qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc, alors, le temps que notre auditoire se dégèle, je peux peut-être me permettre une question, une, deux. Est-ce que vous n'avez pas beaucoup parlé, ou je pense que vous en avez glissé un mot au début, mais est-ce que vous avez aussi monitoré, par exemple, les pratiques d'hygiène, de lavage des mains? Alors, oui, ça se fait, mais ce n'est pas l'épidémiologiste qui fait ça, c'est les conseillères. Il y a des protocoles pour le faire. Euh, je vais enlever le partage si Oui, vous oui, c'est voulez une bonne bien, idée, comme merci. ça je vois mieux. Euh, donc, la partie de l'épidémiologiste, là, c'est de créer le formulaire ou d'automatiser le processus pour que, par exemple, je vous explique. Avant, les conseillères avaient une feuille de papier dans la main, un stylo, allaient sur les unités, prenaient des notes. C'était pas long que tout le monde savait, la conseillère de PCI est là pour nous observer. Tout le monde se lavait les mains parfaitement bien. Après, il fallait transcrire ces informations et les analyser. En créant un outil, j'ai juste épidémiologique en tête, euh, électronique, un questionnaire, elles peuvent maintenant, sur leur téléphone, discrètement,
prendre ces notes, ça va directement dans une feuille Excel et ça crée, ça nourrit des figures et donc ça produit tout de suite une analyse. Je pose la question, pendant votre présentation, je vous ai envoyé euh, euh, un article qui va paraître dans une revue au mois de juin, et dans lequel on a fait une évaluation d'assurance qualité dans 3 CHSLD du Sud, du Centre-Sud, et on a fait des outils pour le lavage des vins, et on a constaté il y avait beaucoup de déficiences, même pendant les moments clés de la pandémie, il y avait beaucoup de déficiences de ce côté-là. Il y a quelqu'un qui pose la question, donc je vais retracer la question. L'équipe PCI a-t-elle utilisé la génomique lors de l'investigation d'éclosion de COVID-19? Si oui, quels ont été les avantages des... Pour la COVID, on ne fait pas d'analyse génétique. On reçoit le résultat de l'analyse de PCR. Donc, le PCR nous indique s'il y a des fragments du virus qui sont retrouvés. Pour d'autres pathogènes comme les entérobactéries produisant des carbopénémases, les EPC, c'est un ensemble de bactéries qui peuvent développer une résistance aux antibiotiques. Et pour déclarer une éclosion, là, on doit savoir génétiquement s'il y a un gène de résistance, parce que le même gène peut être dans différentes bactéries, parce que ça s'échange entre elles. Et là, on a besoin d'avoir ces résultats-là pour savoir si les deux, euh, les deux cas qu'on a identifiés sont reliés si c'est une éclosion. Parce que si c'est juste deux entérobactères, mais elles ont pas le même gène, ce n'est pas une éclosion. Alors, de temps en temps, on le fait. OK. Merci beaucoup. Euh, on a Fatima qui aurait une question. Oui, merci Madame Blaison pour votre présentation que j'ai trouvée très intéressante. J'avoue que moi-même, en ma connaissance en tout cas, je savais pas qu'un épidémiologiste pouvait jouer un rôle aussi important également en soins hospitaliers. Donc, c'est vraiment pour moi, disons, une illumination, si je peux dire comme ça. Et puis ma question rejoint un peu celle du professeur Bernard-Simon Leclerc. En fait, la question que je me posais, où il y a un graphique en fait que vous avez partagé où on voit, ben, en fait, où vous avez mentionné que ce qu'on constatait au niveau du nombre de cas et des éclosions, c'est que ça suivait en fait finalement la situation épidémiologique de la population. Donc la question que j'avais, c'était de savoir comment malgré les mesures d'hygiène qu'on met en place en fait dans les hôpitaux, on avait en fait finalement cet impact-là aussi important au niveau des soins hospitaliers. Donc, est-ce que c'est finalement ce qui vous a poussé à faire la recherche, en fait, donc de savoir si le fait qu'un patient partage une chambre ou pas pouvait influencer finalement, pouvait impacter, j'allais dire impacter, mais Maria Simon n'aime pas trop ces mots-là, donc pouvoir avoir une influence finalement sur la grosseur des éclosions et l'évolution finalement de l'épidémie au soin des soins hospitaliers. Oui, en fait, on a même constaté que la vitesse d'isolement des personnes dans une chambre partagée permettait de couper une éclosion ou pas couper. Si on ne faisait pas ça dans les 24 heures qu'on savait qu'un des... En fait, on les sépare même pas, on n'attend pas le résultat du laboratoire. On les sépare dès qu'il y a des symptômes. Quelqu'un qui a le nez qui coule ou qui, ça a varié aussi avec la pandémie, mais qui tousse, qui fait de la fièvre, plus vite on les sépare, moins on a de risque d'éclosion. Alors oui, ça c'était les conseillères et les microbiologistes observaient ça de façon anecdotique. Tout le monde savait ça dans les réunions, tout le monde en parlait et ça s'appliquait ensuite pour protéger les patients. Mais ils n'avaient pas d'analyse, ils n'avaient pas les données statistiques pour prouver ce qu'ils disaient. Alors, c'est ça, c'est ce travail-là que l'épidémiologiste peut faire. Et ce qui est vraiment le fun, personnellement, je trouve, c'est que le travail, il faut l'inventer. Je participe dans toutes les réunions avec tout ce personnel-là. J'entends
leur discussion. Et moi, je sais quelle donnée j'ai, quelle analyse je peux faire et je me dis, ah, je pourrais leur offrir ce travail-là. Après, on en discute pour voir, mais c'est pas, c'est, je pense que ça fait 2 ans depuis que la première épidémiologiste en milieu de soins existe et la majorité des équipes n'en ont pas à travers le Québec. Et donc, on peut créer son propre travail. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, je trouve ça très intéressant que comme d'avoir comme nouvelle application, disons, nouveau milieu d'application de travail professionnel d'épidémiologiste et la contribution à la qualité des soins. Je trouve que c'est très intéressant. Moi, peut-être que je pourrais me permettre une, une dernière, ça va peut-être être la dernière question. Euh, Vous avez utilisé quelquefois le mot recherche, mais j'ai l'impression que l'exercice d'analyse que vous avez fait nécessitait pas nécessairement une évaluation, une approbation éthique par un comité d'éthique de la recherche. Est-ce que je me trompe? C'est sûr qu'il n'y a rien qui a passé par un comité, OK. non. Donc, ça fait partie des activités de, euh, il y avait, à un moment donné, on avait inventé un nouveau terme là, pour des activités génératrices de connaissances qui ne nécessitent pas un comité d'éthique de la recherche parce que ce n'est pas de la recherche au sens propre du terme, mais c'est une application pour la qualité des soins, tout ça, là, comme l'évaluation peut l'être. Là. Mais En tout cas, peut-être c'est parce que j'ai pas cherché cette approbation. Là, je me sens un peu mal. Maintenant, je vais vérifier si je devrais faire ça parce que j'ai je entre suis, autres présenté ça, cette dernière partie, à la conférence des infirmières en PCI il y a 2 semaines et ça va devenir un article. Alors, mais à un moment ça donné, il faudrait peut-être ouais. que je demande. Mais ça, on pourrait en reparler, mais je suis persuadé que ce n'est pas nécessaire et que ce OK. n'est pas parce qu'on n'a pas une évaluation éthique qu'on ne peut pas publier. J'ai fait beaucoup, je pourrais vous envoyer un PowerPoint sur le sujet, là, que je vous enverrai ça. Je vais le prendre en note tout de suite. Euh, donc, je pense qu'on va conclure là. Il est 11h50, 11h, mais midi 59, et je vais laisser la parole à Fatima pour le mot de la fin. Merci, Bernard Simon. Ben, merci encore, Madame Blazer, pour votre présentation que j'ai déjà qualifiée de très intéressante. Merci également à toutes les personnes présentes aujourd'hui, que vous soyez étudiants, professionnels en exercice ou simplement là par intérêt. Merci à nos deux organisatrices, Mesdames Chantal Huyot et Emmanuel Dufault, qui sont conseillères en communication à l'école pour l'organisation et la promotion de nos séminaires. Donc, nous vous invitons donc à notre dernier séminaire qui aura lieu le 14 juin sur la thématique de la surveillance de la polypharmacie et de l'intelligence artificielle. Donc, on vous souhaite un agréable après-midi. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci à vous. Ton micro est fermé, Madame Oui. Simon. Je vois qu'il y a des personnes qui demandent à qui s'adresser pour l'attestation de présence. Donc, vous auriez pu écrire, mais le plus simple, là, c'est peut-être de m'écrire. Écrivez-moi et j'acheminerai votre demande à la bonne personne. Donc, je vous mets mon adresse électronique, Bernard, pardon, BS Leclerc, en commercial, umontréal.ca. Donc, ou sinon, si vous pouvez envoyer à l'une ou l'autre des personnes qui étaient impliquées lors des envois des invitations, de l'information pour les séminaires et on va sûrement nous réacheminer votre demande. Sinon, vous pouvez me l'envoyer, je l'adresserai à la bonne personne. Merci beaucoup, Fatima. Merci beaucoup, Christine, pour votre présentation.